Hello, c'est Lionel. Si vous vous intéressez aux disparitions mystérieuses en mer, vous êtes au bon endroit au bon moment, parce que je vais vous présenter aujourd'hui une histoire vraie et assez dingue qui a retourné le cerveau de pas mal de monde en Australie et dans le reste du monde. Le mystère du Case 2 ou Case 2 en anglais. Une énigme maritime datant de 2007 et qui n'a toujours pas été résolue totalement à l'heure actuelle. Et je vais tout vous présenter en détail après ceci. Partons de l'autre côté du monde à Perth, la capitale de l'État d'Australie occidentale sur la côte sud-ouest du continent australien. En 2006, Derek Batten est un Australien de 56 ans. Poseau de revêtement de sol, Derek vit une existence paisible à Perth. Il est en semi-retraite depuis quelques années à cause de problèmes de dos. Marié à Jennifer depuis 3 décennies, il a 2 enfants dans la vingtaine. Des, comme le surnomment ses proches, va bientôt complètement à la retraite, et il a envie de réaliser un vieux rêve. Acheter un beau voilier. Car il adore la voile, il a déjà possédé divers bateaux et travaille bénévolement sur son temps libre dans une organisation de sauvetage maritime. À la recherche du bateau de ses rêves, Derek regarde les petites annonces, il fait des recherches sur internet, et là il trouve vraiment le bateau qui lui convient, un catamaran baptisé le Case 2. Construit en 1989 et en bon état, le Case 2 ou Case 2 en anglais est un catamaran en fibre de verre de 10,60 m de long. C'est le bateau idéal pour faire des sorties en mer à la journée, car il est assez bien conçu et facile à manœuvrer. Et même s'il n'est pas très grand, le Case 2 est un catamaran plutôt confortable avec 3 cabines et un salon central convivial. Il offre tout le confort nécessaire pour une croisière longue durée, équipé même de panneaux solaires. C'est un bateau qui est vraiment agréable à vivre, et pour preuve, son ancien propriétaire a vécu dessus pendant 2 ans à temps complet. Et Derek a toutes les compétences pour pouvoir piloter ce bateau parce qu'il est titulaire d'un permis de bateau plaisance et aussi d'une licence de radiomarine. Là, il est super heureux, mais il y a quand même un tout petit problème, c'est que le Case 2 est amarré dans une marina à Airlie Beach, une petite ville côtière du Queensland à l'autre bout du pays. Il en a pour 50 heures de voiture pour s'y rendre depuis Perth, donc c'est pas simple. Il faut donc que Derek ramène ce bateau de Airlie Beach jusqu'à Perth. Alors il y a des solutions qui existent, notamment la solution du convoyage de bateau, faire appel à un skipper professionnel pour le ramener. Le problème c'est que c'est quand même assez cher et Derek a une meilleure idée, il va décider de le ramener lui-même. Pour lui c'est une super bonne idée parce que ça va lui permettre de faire un voyage fantastique. Et pour Derek, c'est aussi l'occasion de se lancer un challenge très excitant à l'occasion de son départ en retraite. Il va ramener lui-même son voilier en Australie occidentale en passant par le nord, ce qui équivaut à un trajet de plus de 3000 miles nautiques, soit 5600 km. Et ce voyage promet vraiment d'être grandiose. Extrêmement motivé par son projet, Derek décide de s'entraîner au maximum avec son bateau, et donc il part à Airlie Beach et s'habitue à naviguer avec le Case 2. Au départ, Derek veut se lancer dans cette petite aventure avec son épouse Jennifer, et donc ils partent tous les deux s'entraîner, ils font plusieurs croisières d'entraînement ensemble sur le Case 2. Et ils vont naviguer notamment dans les îles Whitsunday, des îles paradisiaques au large de Airlie Beach. Mais tout bien réfléchi, Derek au bout d'un moment il se dit que c'est pas forcément une bonne idée que son épouse vienne avec lui. Parce qu'en mer, plus qu'ailleurs, le risque zéro n'existe pas, et même si Derek ne compte pas prendre de risques, il compte par exemple longer la côte et ne pas partir vraiment en pleine mer, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et si jamais il arrivait malheur à sa femme, il ne s'en remettrait jamais. De plus, leurs 2 enfants, qui sont dans la vingtaine, deviendraient orphelins, et là ça serait vraiment la catastrophe. Donc il dit à sa femme, Jennifer, écoute, c'est peut-être mieux que tu ne viennes pas avec moi. Derek change donc de plan, mais bon, il veut quand même pas partir seul, parce que c'est plus facile de manœuvrer un bateau à plusieurs, et c'est aussi plus sympa. Et il propose donc à son voisin et ami de 4 ans nommé Peter Tunstead de l'accompagner. Il se trouve que Peter est un navigateur expérimenté, à la retraite lui aussi depuis peu, donc il saute sur l'occasion. Il en parle à son frère James, qui est aussi un ami de Derek, et celui-ci leur dit qu'il veut venir avec eux. Derek est d'accord, et donc les 3 hommes vont partir ensemble dans cette aventure. Il faut quand même préciser que Derek, Peter et James ne sont pas des casse-cou. Ce ne sont pas des personnes irresponsables qui ont l'habitude de délaisser leur famille pour aller faire la fête ensemble. Ce sont tous des hommes de famille dévoués. Ils sont tous mariés depuis plus de 30 ans, et comme Derek, Peter et James ont des enfants,
James en a 4 et Peter en a 5. Mais ils sont tous de jeunes retraités et ce voyage va être quelque part l'occasion de célébrer la fin d'une époque. Et bien qu'ils aient tous les trois déjà fait des croisières à la voile, ce voyage sera de très loin le plus long en termes de distance. Cette croisière à la voile sera au moins 10 fois plus longue que celle qu'ils ont déjà faite. En tout cas, les trois amis sont vraiment très heureux de partir ensemble, ils sont vraiment super contents parce que ils vont pouvoir naviguer, respirer l'air pur, pêcher aussi parce qu'ils adorent ça, bronzer et aussi boire une petite bière de temps en temps. Mais ils savent que c'est quand même une sacrée croisière et ils ne veulent rien laisser au hasard, ils s'entraînent donc au maximum, ils se familiarisent avec le bateau et ils aussi se forment au premier secours en apprenant à utiliser les différents équipements de sauvetage. En ce qui concerne la santé des trois Australiens, il faut être honnête, ils n'ont plus 20 ans. Et Derek, par exemple, a déjà eu des problèmes dans le passé, il a déjà fait une crise cardiaque à 50 ans et souffre d'un peu de diabète. Cependant, il est bien suivi médicalement et son médecin le juge complètement apte à faire cette croisière. En ce qui concerne Peter et James Tunstead, ils ont eux dans la soixantaine, ils ont respectivement 69 et 63 ans et ils sont considérés en assez bonne forme pour leur âge. Pour finir, les trois hommes pratiquent régulièrement une activité sportive et ils sont tous des nageurs confirmés. Donc à la mi-avril 2007, le trio est enfin prêt pour se lancer dans la grande aventure. Ils se sont préparés à tout niveau, se sont formés, ils ont aussi fait évidemment le plein d'eau et de vivres à bord du bateau et embarqué tout le matériel et les ressources nécessaires pour leur croisière. Et ils n'ont rien laissé au hasard, ils ont tracé tout l'itinéraire pour ramener le bateau depuis Airlie Beach jusqu'à Perth. Ils vont donc remonter vers le nord, contourner la pointe du Queensland et longer toute la côte ouest jusqu'à Perth, qui est leur destination finale. Et pour que tout se passe bien, ils vont respecter certaines règles de prudence. Ils vont par exemple longer la côte, ils vont rester à une distance raisonnable de la côte et aussi ne pas naviguer de nuit. Le dimanche 15 avril 2007, c'est donc le grand jour. Et vers 7h30 du matin, les trois amis larguent les amarres et partent à bord du Case-2. Ils quittent la marina d'Airlie Beach et mettent le cap au nord en direction de Townsville, une ville côtière. Les hommes ont dit à leur famille qu'ils prévoyaient de mettre 2 ou 3 jours pour atteindre Townsville et qu'ils n'auraient peut-être pas de couverture téléphonique sur cette route. Le premier soir, le dimanche soir, ils ont prévu de jeter l'ancre à Cape Gloucester, un petit port distant d'une 50aine de kilomètres de Airlie Beach. 2 heures après leur départ, Frances Tunstead, la femme de Peter, les appelle au téléphone. Elle leur passe un petit coup de fil avec son téléphone portable et là, elle discute avec son mari. Elle appelle pour savoir comment ça se passe, et là, elle trouve que Peter est de bonne humeur. Et apparemment, elle peut même entendre Derek plaisanter en arrière-plan. On dirait donc que la croisière démarre de la meilleure des manières. Peter discute un moment avec son épouse, puis il lui dit qu'il va la laisser parce qu'ils sont en train de préparer un café. Il lui dit qu'il l'aime avant de raccrocher. Et c'est la dernière fois qu'il parlera à son épouse. Aux environs 10h du matin, James Tunstead commence à filmer une vidéo avec son caméscope sur le voilier. Et sur les images, on voit clairement que les voiles sont levées et on voit aussi le rivage et un îlot en arrière-plan. La météo semble correcte, mais on voit quand même des nuages sombres qui planent dans le ciel et on discerne de la pluie à l'horizon. Sur les images, on voit Derek Batten qui est à la barre, qui pilote le voilier, tandis que Peter Tunstead est quant à lui assis complètement à l'arrière du bateau. Avec des lunettes de soleil et un chapeau sur la tête, il est en train de pêcher la ligne. Et ces images vidéo, qui sont assez banales en apparence, seront les dernières images connues de l'équipage du Case-2. Un peu plus tard, lors de cette matinée, une femme nommée Isobel Wheeler est en train de pêcher sur la plage d'une île des Whitsunday, un groupe d'îles paradisiaques et très touristiques au large de Airlie Beach. Et cette femme va déclarer que depuis cette plage, on a une très bonne vue et on voit tous les bateaux passer. Et ce dimanche matin, après avoir pêché un moment, Isobel va voir ce qu'elle décrit comme un voilier blanc passer en direction de l'ouest vers le Cape Gloucester. Elle suit du regard le voilier qui a l'air donc de longer la côte, mais à un moment donné, elle remarque qu'il tourne brusquement à 90 degrés et part vers le large. Cette femme est donc assez observatrice parce qu'elle remarque que ce voilier change subitement de cap. Elle note ça, mais bon, après, pour elle, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, et elle passe à autre chose. En tout cas, retenez bien ce détail, on aura l'occasion de reparler plus tard. Par la suite, les jours passent, et les familles des trois plaisanciers n'ont plus aucune de leurs nouvelles.
Mais ça n'a rien forcément d'anormal parce que, comme je vous ai déjà dit, il les avait prévenus qu'il n'y aurait pas forcément du réseau téléphonique partout. Le lendemain, le mercredi 18 avril 2007, un avion de surveillance côtière des douanes australiennes effectue une patrouille de routine au-dessus de la Grande Barrière de Corail. Au large des côtes du Queensland, la Grande Barrière de Corail est le plus grand écosystème sur Terre, et il est même visible de l'espace. Long de 2300 km, il comprend des milliers de récifs et des centaines d'îles constituées de plus de 600 types de coraux. Elle abrite beaucoup d'espèces de poissons colorés, mollusques et étoiles de mer, ainsi que des tortues, dauphins et requins. C'est le paradis des plongeurs. Cet avion qui effectue une patrouille de routine est en train de survoler la mer turquoise quand tout à coup, vers 15h45, le pilote remarque quelque chose. Il repère un voilier qui a l'air à la dérive à environ 150 km à l'est de Townsville. Et ce voilier, un catamaran bleu d'une dizaine de mètres, n'est rien d'autre que le CAS-2. Le catamaran est en pleine mer et semble à l'abandon. Ce qui est étrange, c'est que son pont est désert et ses voiles claquent au vent. Et son foc, c'est-à-dire sa voile avant, est même déchirée. À bord de l'avion des douanes australiennes, le pilote tente d'établir une communication avec le voilier. À ce stade, il ne sait pas qu'il s'agit du CAS-2 parce qu'il n'arrive même pas à lire le nom du bateau, il est beaucoup trop haut. Il essaye donc de contacter par radio ce voilier non identifié sur le canal habituel. Seulement, ce voilier, le CAS-2, ne répond pas. N'obtenant aucune réponse, le pilote de l'avion ne sait pas trop quoi penser. Et là, il se pose des questions. Il se demande si les occupants du bateau ne sont pas occupés à autre chose ou s'ils ne veulent pas répondre pour une raison ou une autre. Le pilote de l'avion des douanes contacte alors les gardes-côtes qui lui disent qu'ils n'ont enregistré aucun signal de détresse dans la région. Et l'avion des douanes va repartir. Il continue sa route parce que les missions de sauvetage, ça n'est pas son boulot. Les autorités australiennes considèrent que la situation de ce voilier, qui est un peu à la dérive, n'est pas une urgence. Et ils se contentent de demander à tous les bateaux présents dans cette zone de tenter de contacter par radio HF ce voilier. Ce que vont faire certains navires, mais personne ne leur répondra. Le mercredi 19 avril 2007, les autorités australiennes commencent quand même à s'inquiéter. Car vers midi, le voilier est de nouveau signalé à la dérive en haute mer. Et là, les autorités comprennent qu'il y a quand même un problème avec ce bateau qui est complètement à la dérive depuis la veille. Et à 14h30, un hélicoptère de sauvetage en mer décolle de Townsville pour lui porter assistance. Et 2 officiers de police ont embarqué à bord de cet hélicoptère avec les sauveteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Ils ne savent pas ce qui se passe à bord de ce voilier. Ils ont compris que quelque chose ne tournait pas rond avec ce bateau, et si ça se trouve, tous les occupants sont morts. Arrivé sur zone, l'hélicoptère repère rapidement le voilier abandonné. Et sur les images réelles que vous voyez, il n'y a toujours personne en vue sur le pont. Et là, les sauveteurs n'ont pas le choix, ils doivent descendre sur le bateau pour aller voir. Un sauveteur nommé Corey Benson descend donc de l'hélicoptère au moyen d'un treuil, mais la mer est agitée. Il y a des vagues et le voilier tangue. Par conséquent, c'est une opération assez risquée. Et comme il ne peut pas être déposé directement sur le pont, Benson est même obligé de se détacher. Il est obligé de sauter à l'eau et de rejoindre le CAS-2 à la nage. Et arrivé au voilier, il se rend compte qu'il y a un autre problème. L'échelle qui est à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière du bateau, est relevée. Et là, il va donc falloir qu'il se débrouille pour grimper à bord, et ça va pas être une partie de plaisir. Mais Benson est un bon, et il réussit finalement à se hisser sur le CAS-2. Arrivé sur le pont, Benson commence à examiner autour, et l'une des premières choses qu'il remarque, c'est qu'une ligne de pêche est entortillée autour du safran. Le safran qui est la partie immergée du gouvernail, la partie qui baigne dans l'eau. La ligne de pêche est donc coincée autour du safran, et elle traîne derrière le bateau. Continuant son inspection, Benson remarque aussi qu'il y a une tasse contenant du café ou du thé posée sur le pont arrière. Et il voit aussi plus loin une paire de lunettes et un t-shirt posés sur une banquette. Donc là, c'est quand même assez bizarre comme ambiance. Parce qu'il n'y a pas un qui vit sur le bateau. Benson décide d'inspecter l'intérieur du catamaran, et en rentrant dans l'habitacle, il voit que le salon est vide. Et il est un peu perplexe parce que tout paraît absolument normal dans le voilier. Des cartes marines sont étalées sur un plan de travail, et on voit même que de la nourriture est servie sur une table, de la nourriture qui n'a pas été touchée. C'est comme si quelqu'un était sur le point de manger, mais en a été empêché. Plus bizarre encore, un ordinateur est resté allumé.
Et tout ça, ça met vraiment très mal à l'aise Benson parce que il a vraiment l'impression que le propriétaire du voilier va apparaître d'un instant à l'autre. Seulement, il n'y a personne à bord. Il n'y a pas un chat et Benson a vraiment le sentiment qu'il s'est passé quelque chose de très inhabituel sur ce voilier. Mais quoi, ça, il n'en a aucune idée. Parce que la radio et le GPS fonctionnent parfaitement et que les gilets de sauvetage et la bouée de sauvetage orange sont rangés à leur place. On peut dire qu'il règne à bord du CAS-2 une atmosphère de bateau fantôme. Benson continue son exploration et dans les cabines, il remarque que les 3 banquettes sont défaites. Il en déduit donc que 3 personnes ont dormi à bord de ce voilier avant de disparaître sans laisser de traces. Le vendredi 20 avril 2007, le CAS-2 est remorqué jusqu'au port de Townsville par un navire de la police du Queensland. Et pendant ce temps, les autorités lancent une large opération de recherche aérienne et navale afin de localiser les 3 plaisanciers disparus. Et grâce au numéro d'immatriculation du voilier, ils savent que son propriétaire s'appelle Derek Batten. L'enquête de police ainsi que la vidéo filmée grâce à un caméscope trouvé sur le CAS-2 vont permettre d'identifier les 2 autres personnes présentes à bord, Peter et James Tunstead. Durant toute la journée, de nombreux bateaux, avions et hélicoptères fouillent plus de 3400 km² d'océan. Seulement, ils ne trouvent rien. Par acquis de conscience, les secours contrôlent tous les récifs de corail et îlots de sable sur lesquels les plaisanciers se seraient éventuellement réfugiés. Ils vont même vérifier 200 km de littoral entre Cape Bowling Green et Early Beach, dans le cas de figure où les naufragés auraient réussi à regagner la côte d'une manière ou d'une autre. En vain, Derek Batten, Peter et James Tunstead se sont évaporés de la surface de l'océan. Une fois le CAS-2 ramené à quai, la police australienne démarre une enquête pour tenter de comprendre ce qui est arrivé aux 3 marins disparus. Et les constatations faites à bord du voilier lors du sauvetage laissent à penser que les 3 plaisanciers ont été pris par surprise. Oui, mais par quoi? La police du Queensland est confrontée à une difficulté majeure. Elle ne sait pas quelle hypothèse privilégier. Est-ce qu'elle a affaire à un simple accident maritime ou un dossier de nature criminelle? Impossible de le dire à ce stade. Afin de pouvoir se prononcer, des experts en scène de crime examinent l'intérieur du CAS-2. Ils examinent chaque recoin du voilier et ne relèvent rien de suspect. Sur le bateau, tout est propre et bien ordonné. Rien n'est cassé. Il y a juste quelques objets qui sont tombés sur le plancher du bateau lors du remorquage à terre à cause de la houle. En tout cas, les spécialistes ne trouvent aucun signe de lutte ou trace de sang à bord. Ils ne trouvent aucun indice indiquant qu'un crime est survenu. On a constaté que les différents couteaux qui étaient à bord du bateau n'ont pas servi récemment, et que le propriétaire, Derek Batten, avait amené avec lui une arme à feu qu'il possédait en toute légalité. Et cette arme à feu a été retrouvée sur le voilier, correctement rangée, avec toutes ses munitions. Personne ne s'en est servi. Et bien qu'il n'ait procédé à aucune recherche d'empreintes digitales sur le voilier, ce qui est quand même assez étonnant, les experts de la police scientifique ont certifié qu'aucune tierce personne n'était montée à bord du CAS-2. Derek, Peter et James étaient a priori complètement seuls quand ils ont disparu. Alors que penser? Qu'est-il arrivé à l'équipage du CAS-2? En avril 2007, la nouvelle de la disparition inexpliquée de l'équipage du CAS-2 a fait le tour du monde. Surnommée le mystère du yacht fantôme australien, cette affaire est d'autant plus marquante qu'elle a touché 3 pères de famille tranquilles et sympathiques. Et sachant que Derek Batten, Peter et James Tunstead n'avaient pas de profil à risque, on peine à comprendre dans quelles circonstances ils ont disparu corps et âme au milieu de l'océan. À l'époque, de nombreuses théories ont commencé à circuler pour tenter d'expliquer ce mystère. On va toutes les passer en revue et on va commencer par la plus folle, car certains ont même évoqué l'idée que le CAS-2 aurait été carrément attaqué par un calmar géant. Sur le pont du catamaran, les 3 occupants du CAS-2 auraient été brusquement attrapés et emportés par une créature comparable à celle décrite par Jules Verne dans son roman 20 000 lieues sous les mers. Cette possibilité prête à sourire, c'est vrai, mais il a quand même été prouvé que des calmars géants peuplent les abysses des océans. Selon le National Geographic, le plus gros calmar jamais capturé mesurait 18 mètres de long et pesait près d'1 tonne. Et carnivores, ces énormes céphalopodes se nourrissent principalement de poissons et de crevettes, mais on les suspecte d'attaquer également de petites baleines. Étant donné que la coque du CAS-2 était peinte en blanc, est-ce qu'un calmar géant aurait pu confondre le voilier avec un cétacé? C'est très peu probable pour 2 raisons. Première raison, la coque du catamaran n'était pas du tout endommagée. Et seconde raison, aucune attaque d'être humain par un calmar géant n'a été recensée. Laissons donc le calmar géant tranquille et passons à d'autres hypothèses plus réalistes.
comme une fuite volontaire, mais cette hypothèse a été formellement exclue par les enquêteurs. Parce que d'après le rapport d'enquête du coroner que je me suis procuré, les 3 hommes étaient bien dans leur vie. Peter était marié depuis 30 ans et Peter et James depuis plus de 40. Ils avaient tous des familles nombreuses et unies, etc. Ils n'avaient donc aucune raison objective de s'enfuir. Et l'enquête de la police du Queensland n'a trouvé aucun élément allant dans le sens de ce scénario. Dans cette affaire de triple disparition en mer, un acte criminel paraissait beaucoup plus vraisemblable. Il aurait été beaucoup plus réaliste que les plaisanciers aient été victimes d'une agression lors de cette croisière. On peut tout à fait imaginer que le Case-2 ait été abordé par un autre bateau et que un ou plusieurs individus seraient montés à bord du Case-2 pour s'en prendre à eux. Derek, Peter et James auraient très bien pu être pris en otage, voire même carrément tués si leur agresseur voulait leur voler leur bateau. Les enquêteurs se sont quand même posé la question sérieusement parce que quand on a retrouvé le Case-2, ses pare-battages, c'est-à-dire les bouées de protection de la coque du bateau, étaient sortis. Ce qu'on fait en général quand on accoste à quai ou le long d'un autre navire. On s'est donc demandé si le Case-2 n'aurait pas à un moment donné accosté le long d'un autre navire. Sauf qu'on s'est rendu compte par la suite que quand il a quitté la marina de Hurley Beach, le Case-2 avait déjà ses pare-battages sortis. Selon toute apparence, Derek Batten les laissait toujours dehors, il ne les rentrait jamais. Suite aux constatations faites sur place et vu que les investigations menées à bord du bateau n'ont rien révélé de suspect, les autorités ont formellement écarté l'hypothèse d'une agression extérieure. On est certain qu'aucune tierce personne n'est montée à bord du voilier. Derek, Peter et James étaient absolument seuls entre eux lorsqu'un événement imprévu et brutal est survenu. Aucune personne extérieure n'est montée à bord du voilier, ok, mais s'il y a eu un drame à bord du voilier, ça a très bien pu se passer entre les 3 plaisanciers. Est-ce que l'un d'entre eux n'aurait pas pété les plombs, pour parler crûment? Il aurait disjoncté et s'en serait pris physiquement à ses coéquipiers. Car la nature humaine est imprévisible malheureusement, et on sait que la promiscuité peut engendrer des tensions. Seulement, c'est ici assez improbable pour plusieurs raisons. Déjà, le voilier ne présentait aucun désordre apparent, comme on a déjà dit, et surtout, les images tournées à bord du Case-2 peu de temps après leur départ ne laissaient rien présager de sinistre. Bien au contraire. Tout le monde avait l'air de passer un bon moment. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, les 3 hommes ont tout simplement pu avoir un accident. Mais pas n'importe quel accident. Ils n'ont certainement pas eu un accident ordinaire parce que, quand on l'a retrouvé, le Case-2 était intact. Il n'a par exemple percuté aucun bateau, aucun récif. Non, quand on l'a retrouvé, il était en parfait état, à part juste une voile déchirée. Et c'est sûrement les rafales de vent qui, au bout d'un certain temps, ont fini par déchirer cette voile. Après étude des faits, l'hypothèse qui semble ici la plus vraisemblable est celle d'un accident à la fois exceptionnel, imprévisible et terrifiant. Tout porte à croire que Derek, Peter et James ont perdu la vie lors d'un tragique concours de circonstances. Car quand on examine attentivement la vidéo qui a été tournée sur le Case-2 peu de temps avant le drame, on se rend compte qu'elle contient des indices cruciaux. On voit par exemple que sur le pont arrière du Case-2, personne ne porte de gilet de sauvetage. Les 3 plaisanciers n'ont apparemment pas jugé bon enfiler un gilet au cas où ils passeraient par-dessus bord. Tandis que Derek est en train de barrer le voilier, c'est-à-dire piloter le voilier, et que James tourne la vidéo, on voit que Peter est en train de pêcher. Et là, ça fait froid dans le dos parce que on voit que Peter pêche à la ligne, assis à l'extrémité arrière du bateau, côté tribord. Peter est littéralement face à l'eau. Il a juste calé son pied droit sur un poteau, par sécurité. Et le fait qu'aucun des occupants du bateau n'ait de gilet de sauvetage sur eux, ça n'a rien pour rassurer non plus. Il semblerait qu'il n'ait pas respecté toutes les règles de sécurité. Bien entendu, on ne saura jamais ce qui s'est passé sur le Case-2, mais je vais vous présenter maintenant un scénario qui pourrait être celui qui est survenu à bord de ce voilier le 15 avril 2007. Je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est certainement passé. Peu de temps après 10 h du matin, l'heure à laquelle a été filmée la vidéo, Peter Tunstead est toujours en train de pêcher, assis à l'arrière du Case-2. Il est en train d'attendre une prise, tranquillement, détendu, quand un incident a priori anodin survient. En remontant sa ligne, il la coince malencontreusement autour du safran, c'est-à-dire la partie immergée du gouvernail. La ligne de pêche est entortillée et s'est coincée autour du safran, et donc là Peter se lève et il se penche au-dessus de la proue pour tenter de la détacher. Seulement à ce moment-là, il y a peut-être une vague qui fait un petit peu tanguer le bateau, et là Peter tombe à la mer.
Déséquilibré, il est tombé à la mer pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucune barrière devant lui, aucune rambarde de sécurité. L'accident vient d'arriver et tout s'est passé très vite. Et il faut pas oublier qu'à ce moment-là, le Casse-2, donc le voilier qui a toutes ses voiles sorties, continue d'avancer à bonne allure. Le voilier poursuit sa route et s'éloigne de Peter, qui doit sans doute se débattre dans l'eau. Parce que même s'il sait nager, il a été précipité dans l'eau sans s'y attendre, il doit être en état de choc. Là, les deux autres occupants du bateau ont certainement vu Peter tomber à l'eau, ils ont été témoins de l'accident, et James, son frère, le voit se débattre, il le voit un peu plus loin dans l'eau, et là il ne réfléchit pas, il saute à l'eau pour essayer de le secourir. Il fait ça peut-être parce que son frère est plus âgé que lui, il a 6 ans de plus, et il a l'air en détresse. Donc là, on a basculé en quelques secondes dans une situation absolument critique. On a maintenant 2 hommes à la mer, 2 hommes dans la soixantaine, sans gilet de sauvetage. Et on est loin des côtes, on n'est pas à 50 mètres du rivage. Et pendant ce temps-là, le Casse-2 continue d'avancer. Autant le dire, les personnes qui passent par-dessus bord, c'est un véritable cauchemar en mer, et encore plus en voilier. Pourquoi ? Parce que quand on navigue à la voile, on ne peut pas s'arrêter presque immédiatement et faire marche arrière, comme on le ferait avec un bateau moteur. Non, c'est pas possible. Il faut faire des manœuvres et c'est assez technique, surtout quand on est seul. Et c'est la situation dans laquelle se trouve maintenant Derek, qui est seul à la barre du Casse-2. Il va devoir se débrouiller seul et faire vite, parce qu'il y a urgence. Dans un état de stress sûrement très élevé, il doit gérer une situation d'urgence vitale. Il doit se débrouiller pour récupérer ses 2 équipiers qui sont à l'eau et qui sont maintenant certainement à plusieurs centaines de mètres derrière lui. Comme je vous l'ai expliqué, Derek Batten s'était bien formé avant de partir dans cette croisière et il avait appris à faire ce qu'on appelle une manœuvre d'homme à la mer. Une manœuvre d'homme à la mer est une procédure de repêchage utilisée quand une personne est tombée d'un bateau. Et quand on est dans ce cas de figure extrêmement délicat, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Et la manœuvre classique consiste à donner au voilier une trajectoire en forme de 8 afin de revenir à son point de départ. Seulement cette manœuvre n'est pas instantanée, elle met un peu de temps à faire et elle est extrêmement complexe sur un catamaran, surtout pour un homme seul. Et en voulant faire cette manœuvre, ce demi-tour, Derek Batten commet certainement une erreur assez grossière, une erreur de débutant j'ai envie de dire, il se fait percuter par la baume qui change brutalement de côté. Parce que si vous avez déjà fait de la voile, vous savez que quand on fait un empannage, c'est-à-dire qu'on vire de bord en passant par vent arrière, la baume, la partie horizontale du mât, change de côté, parfois assez brutalement. Et là, Derek se fait certainement percuter par la baume et il est projeté à l'eau. Il est projeté lui aussi par-dessus bord et là c'est la totale, c'est vraiment le cauchemar le plus complet. C'est vraiment le pire scénario qui puisse arriver parce que tout le monde est à l'eau maintenant, il n'y a plus personne sur le voilier. Et si ça se trouve, Derek est dans un sale état, s'il a pris la baume dans la tête, il peut être assommé. Une baume en pleine tête, je vous raconte pas les dégâts. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que même s'il n'est pas blessé, il est sous choc, il est dans l'eau, il est vraiment dans une situation extrêmement compliquée. Et autant le dire tout de suite, pour lui, c'est mission impossible de remonter à bord du Casse-2 parce que il faut déjà le rattraper. Et si Derek est encore conscient, ce qui n'est même pas sûr, il voit avec horreur son voilier s'éloigner. Et il réalise qu'il n'arrivera certainement jamais à le rattraper parce que c'est juste impossible, quoi. C'est déjà impossible pour un champion de natation jeune et entraîné parce que il y a déjà eu des expériences qui ont été faites en piscine. Alors pour un homme de 59 ans à la santé moyenne, à mon avis, si Derek est dans l'eau à ce moment-là, il n'est peut-être déjà même pas capable de rejoindre ses 2 amis, Peter et James. Car ces derniers sont certainement en train de surnager, ensemble ou séparés, à plusieurs centaines de mètres de lui. Donc là, c'est vraiment une situation catastrophique parce que même s'ils longeaient la côte, ils n'étaient pas tout près, ils étaient à plusieurs kilomètres. Et même s'ils ne sont pas si loin de la côte que ça n'est même pas sûr qu'ils la voient. Pourquoi ? Parce que quand vous nagez, quand vous êtes au ras des vagues, votre visibilité est limitée, surtout s'il y a des vagues, des creux, vous ne voyez pas forcément très loin. Donc pour récapituler, la situation est malheureusement assez simple. Derek, Peter et James sont à ce moment-là tous à l'eau, sans gilet de sauvetage, ils sont loin de la côte et ils n'ont pas eu le temps d'émettre un SOS. Donc dans ces conditions, vu leur âge, vu leur état de santé, sachant qu'en plus ils sont peut-être blessés, autant vous dire qu'ils ont 0 chance de s'en sortir. C'est game over pour eux. Et cette fin doit être terrifiante parce qu'en plus ils doivent s'en rendre compte. Et le pire, je crois que c'est ce qu'il y a de pire, c'est que
Ils voient peut-être même encore le voilier Casse-2 un peu plus loin, peut-être à plusieurs centaines de mètres. Mais ils savent qu'ils ne pourront jamais le rattraper et remonter à bord. En ce qui concerne la suite, évidemment on est obligé de spéculer, mais il y a plusieurs cas de figure, et le plus probable c'est que ils finissent par s'épuiser dans l'eau et par couler. Ils se noient ou alors ils se font attaquer par des requins. Ils se font attaquer par des requins comme les Lonergan, dont j'avais raconté l'histoire dans une vidéo, parce qu'en plus, ironie du sort, ça s'est passé dans la même région, dans la mer de Corail, tout près de la grande barrière qui porte le même nom. Mais en ce qui concerne Derek, Peter et James, je penche plutôt pour le scénario de la noyade. Ils se sont certainement noyés assez vite parce qu'ils n'avaient pas de gilet de sauvetage, ils n'avaient pas de système de flottaison, ils n'avaient pas de combinaison de plongée qui peuvent aider à flotter, et en plus ils n'avaient pas la capacité physique de nager très longtemps. Moi je pense qu'ils n'ont même pas eu le temps de se faire attaquer par des requins, en une demi-heure c'était plié quoi. Ils ont probablement fini assez vite au fond de l'océan, mais il y a quand même un doute parce que on n'a jamais récupéré aucun de leurs corps. C'est un autre aspect de l'énigme, mais bon là je pense que pour le coup, les requins ont certainement fait le travail, parce que on sait que ce sont les nettoyeurs de la mer, et ils pullulent dans les eaux australiennes. Suite à cet accident cauchemardesque, hallucinant, le Casse-2, désormais sans équipage, a commencé à dériver vers l'est. Et vu que ses voiles claquaient au vent comme des drapeaux, le foc a fini par se déchirer. Et livré à lui-même, le catamaran ne va être repéré que 3 jours plus tard, à 150 km à l'est de Townsville. Et vous connaissez la suite. Cette histoire vraie de disparition en mer est donc terrible, et j'ai même envie de dire qu'elle est pire que celle des Lonergan, qui s'était passée, ironie du sort, tout près. Et quand on étudie ce dossier, on se rend compte que, en fait, il y a peut-être quand même eu une personne témoin de cet accident. Et cette personne, c'était Isabel Weller. Car rappelez-vous que cette femme qui était sur une place du Whitsunday le dimanche matin a déclaré avoir vu un voilier blanc changer subitement de cap de 90 degrés. Elle a vu ce voilier blanc changer subitement de cap et prendre le large. Eh bien, c'était peut-être le Casse-2 juste après l'accident. Mais bon, cette femme était bien trop loin des lieux de l'accident pour voir que le bateau était désormais sans pilote et que plusieurs hommes étaient à la mer. À ce moment-là, elle ne pouvait certainement pas se douter du drame terrifiant qui venait de se passer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez une autre théorie dans cette affaire, n'hésitez pas à la partager en commentaire, ça sera sûrement intéressant de la lire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie aussi de mettre un pouce en l'air et aussi de la partager sur les réseaux sociaux ou ailleurs afin de faire connaître ce travail à d'autres spectateurs. Comme vous l'avez constaté, les jours des sorties des vidéos est désormais le dimanche ou le mercredi, mais pas dans la même semaine. Les vidéos vont maintenant sortir en général le dimanche et le mercredi la semaine d'après. Vous devriez maintenant avoir une vidéo environ tous les 10 jours et plus 15 comme avant, du moins en temps normal. Donc pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos, pour ne pas en louper, il faut absolument activer toutes les notifications de la cloche, en plus de s'abonner bien sûr. Pour tout ça, merci. Si vous avez trouvé l'intrus dans la vidéo d'aujourd'hui, mettez-le dans un commentaire avec le code temporel. Et si vous êtes le premier ou la première à trouver la bonne réponse, votre commentaire sera épinglé en haut des commentaires. Mais bon, il faudra quand même attendre plusieurs jours pour voir le nom du gagnant. Il faudra attendre 2-3 jours. Si vous ne savez pas quoi regarder maintenant, d'autres vidéos de la chaîne vont vous être proposées dans quelques instants, notamment celle sur la disparition des Lonergan, qui a inspiré le film Open Water et s'est déroulé tout près des lieux du drame du Casse-2. Je vous dis à bientôt et en attendant, ne disparaissez pas. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deep.